Prenez le pouls de l'actualité en République du Congo sur la chaîne africaine. Ninja, les véritables ninjas qui ont de ces cheveux sales là. Enquête, reportage, analyse et décryptage, nos équipes vous informent 7 jours sur 7. Vision 4 va au cœur de l'actualité. Actu 242, Sango Malamu. L'information traitée autrement. Connaître l'actualité, c'est comprendre le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Actu 242. Avec vous, nous ferons le tour de l'actualité en République du Congo. Quels sont les faits marquants de cette semaine? Pour décrypter et analyser toute cette actualité, nous recevons sur ce plateau deux invités. À ma gauche, il est journaliste indépendant. Bonjour, Monsieur Alphonse Ndongo. Bonjour Sylvestre. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bienvenue sur Actu 242. Oui. À À ma droite, il est homme politique, député du Parti congolais du travail PCT, député de la circonscription d'Aigné dans le département du Poul. Lui, c'est José Cyr Ebina. Bonjour, honorable. Bonjour. Bienvenue sur Actu 242. Merci beaucoup. Avec vous, donc, on va essayer de comprendre les faits majeurs de l'actualité de cette semaine. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter ces grands reportages sélectionnés par la rédaction de Vision 4. Du haut de la tribune des Nations Unies, ce 20 septembre, le chef de l'État congolais s'est adressé à la communauté internationale. Dans une allocution d'une quinzaine de minutes en phase avec le thème de cette 72e Assemblée générale qui place l'homme et son biotope au premier plan, Denis Sassou Nguesso a réitéré l'engagement de son pays à œuvrer pour la paix en Afrique et dans le monde. C'est dans ce cadre que mon pays va accueillir le 19 octobre 2017 le 7e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ayant fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille, le président congolais a fait le point sur l'initiative du Fonds bleu. Cet instrument financier vise à assurer une meilleure qualité de vie à nos peuples et protéger les forêts du bassin du Congo, deuxième poumon vert d'un seul tenant du monde après l'Amazonie. Il a également réaffirmé le soutien de la République du Congo aux pays en proie à l'insécurité, particulièrement à la République centrafricaine et à la Libye. Je voudrais renouveler la détermination de mon pays à toujours œuvrer en faveur de la paix en Libye. C'est pourquoi j'exhorte la communauté internationale à appuyer les efforts du Congo. Devant l'Assemblée générale, le chef de l'État congolais a aussi présenté la situation socio-économique et politique de son pays. La République du Congo traverse une étape marquée par un contexte socio-économique préoccupant dû à la chute drastique des cours pétroliers. Des ajustements budgétaires sont désormais envisagés avec l'appui des institutions financières internationales. La prolifération en Afrique des médicaments contrefaits et le phénomène des migrations sont autant de sujets abordés par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. C'est peut-être l'un des grands moments du séjour new-yorkais du chef de l'État congolais, cet échange avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, en marge des travaux de la 72e Assemblée générale des Nations unies. Un tête-à-tête qui a marqué tout un peuple qui, depuis, fonde son espoir sur le Fonds monétaire international, dont la directrice générale, Madame Christine Lagarde, venait à l'issue de cette audience avec le président Denis Sassou Nguesso d'annoncer que son institution apportera son aide au Congo pour redresser son économie fragilisée par la crise économique et financière depuis 2014.
afin que ce pays retrouve sa stabilité macroéconomique. Je viens de finir une très bonne réunion avec le président. On a pu évoquer la situation macroéconomique générale du pays. Et bien sûr, le Fonds monétaire international est disposé à soutenir et à aider le Congo selon les règles et conditions habituelles de notre engagement vis-à-vis des pays membres que nous soutenons toujours. Avec Mme Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, il a été question du dossier des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Centrafrique, dans le cadre de son enquête dans ce pays, ainsi que de la coopération entre la CPI et le Congo, dont elle apprécie la collaboration. Réitérer ses remerciements au chef de l'État pour la bonne coopération qu'elle reçoit, son bureau reçoit de l'État congolais et du président dans le cadre de son enquête en République centrafricaine et dans les pays environs. Elle réitère également sa grande satisfaction de rencontrer le président pour cette bonne coopération qui est très positive. Signalons qu'à New York, le président Denis Sassou Nguesso y déploie une intense activité diplomatique sur, entre autres sujets, le Fonds bleu et la gestion de certains conflits observés en Afrique. C'était là les grands sujets de la semaine proposés par notre rédaction. Nous allons entrer avec vous puisqu'on parle d'actualité. Honorable Bina, vous faites partie de la nouvelle équipe parlementaire. Dites-nous, quelle est l'actualité à l'hémicycle? L'actualité à l'hémicycle, c'était la rentrée des deux chambres parlementaires. Nous avons eu la chambre basse et la chambre haute, et qui a été animée par des discours des deux présidents qui n'arrêtent pas d'appeler au règlement du conflit du Pool, dont le chef de l'État, lors de son message à la nation, avait déjà appelé au règlement de ce conflit. Donc aujourd'hui, c'est cette session inaugurale des deux chambres qui se sont mises en place à l'Assemblée. Oui, parmi ces grands sujets sélectionnés par notre rédaction, Alphonse Dongo, vous êtes journaliste indépendant. Y a-t-il un sujet qui vous a marqué? C'est vrai que l'actualité est dominée par la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Un sujet qui vous a marqué? Oui, mon attention a été retenue par la rencontre au sommet entre le président de la République et Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, lorsqu'on sait que les attentes sont assez nombreuses sur le plan financier et social du Congo. Et cette rencontre, j'espère, peut certainement donner un coup d'accélérateur aux négociations qui devraient avoir lieu entre l'institution de Bretton Woods, notamment le FMI et le Congo-Brazzaville. Oui, le Congo donc, puisque vous faites l'introduction du thème même de cette édition, le soutien du FMI à la République du Congo qui, rappelons-le, se trouve dans une situation assez critique avec une économie affaiblie. Déjà, honorable, comment en est-on arrivé là? Écoute, on en est arrivé là par, il faut le dire tout simplement, par la mauvaise gestion. On n'a pas fait attention, on a fait des mauvais choix. Et puis voilà quoi, on n'a pas calculer notre budget intérieur aux investissements que nous avons eu à faire. Donc cette rencontre du chef de l'État avec Madame Christine Lagarde, DG du FMI, démontre la volonté du Congo à vouloir vraiment être soutenu. Et on a suivi Madame Christine Lagarde dire qu'elle va continuer, elle va soutenir le Congo. Mais pour cela, il faut que au Congo, ici, nous changeons nos habitudes, notre façon de faire pour que demain, si jamais le FMI arrivait, que nous ne puissions pas tomber encore dans ce genre de travers. Alphonse, l'honorable parle de la mauvaise gestion. Vous êtes journaliste indépendant, vous avez suivi de près cette actualité. Vous êtes d'avis avec lui? Je suis d'autant plus heureux de l'entendre dire de la bouche de l'honorable Bina, qui est quand même du parti au pouvoir, le Parti congolais du travail. C'est vrai qu'il ne fait pas dans la dentelle. Il dit ce qui est vrai. C'est ça aussi un homme politique. La situation est justement la résultante, il faut qu'on se le dise, de notre mauvaise manière de gérer, pour ne pas reprendre ce qu'il a dit. Tout le monde savait que les indicateurs à un moment donné étaient ouverts
Et lorsque les indicateurs sont ouverts, c'est un principe économique simple. On sait très bien que quand la cour croît, à un moment donné, il faut s'attendre à ce qu'elle puisse décroître. Nous n'avons pas été conséquents. Je pense qu'on n'a pas soigné la qualité de la dépense. À un moment donné, la Banque mondiale l'a répété à plusieurs reprises aux autorités congolaises qu'il fallait soigner la qualité de la dépense. Il fallait soigner la qualité des investissements. J'ai fort l'impression que nous n'en avons pas tenu compte. On a été quelque peu omnibulés par le fait que Brazzaville devienne le hub financier à un moment donné de l'Afrique centrale, parce qu'il faut qu'on se dise que dans les années antérieures, Brazzaville était devenu quasiment le hub financier après la Guinée équatoriale, devant la Guinée équatoriale plutôt. Et donc, j'ai l'impression qu'on n'a pas tenu compte. Il y a pourtant eu de bonnes initiatives de la part du gouvernement. On nous a parlé du Fonds pour les générations futures. Il me semble, d'après certaines informations, d'ailleurs entendre parler des autorités, j'ai fort l'impression que ce fonds s'est épuisé, s'est volatilisé certainement dans d'autres dépenses plus pressantes ou incompressibles de l'État. Et donc, on a aussi fait le mauvais choix des investissements lorsqu'on était certainement dans une situation financière tout à fait extraordinaire. On a fait des mauvais choix, par exemple, prêter de l'argent à la Guinée à la Guinée-Conakry, à la Côte d'Ivoire, au Niger, soutenir, pourquoi pas, les dépenses incompressibles de l'État centrafricain. Et puis, il faut qu'on se le dise, l'implication du Congo dans la résolution de plusieurs conflits. Je pense, on sait que le président est un panafricaniste, on ne peut pas le lui reprocher, on sait qu'il a été dans les premiers rôles lorsqu'il s'est agi de l'Afrique du Sud, mais dans le contexte qui est le nôtre, on sait que ça a aussi eu un coût. Et donc toutes ces choses conjuguées aux Jeux africains... Donc vous direz là que c'est l'excès de charité qui aurait également affaibli l'économie du Congo? L'excès de charité, oui, on ne peut pas refuser de voler au secours de ceux qui sont en difficulté. Mais seulement, il faut être prévoyant parce que en politique, on dit gouverner, c'est prévoir. Bon, on a aussi, il faut qu'on se le dise, englouti plus de 500 milliards. Ça, c'est ce qui est officiel. Mais des experts financiers, non des moindres, disent que c'est un peu au-delà. On a englouti plus de 500 milliards de francs CFA dans l'organisation des Jeux africains. Donc tout cela a un coût. J'estime qu'aujourd'hui, voilà, on se retrouve dans cette situation par la faute de ceux qui, évidemment, auraient pu aider le chef de l'État à opérer des meilleurs choix au niveau de l'investissement et aussi au niveau de la signature même, de soigner la signature de l'État. Certainement, c'est à ce niveau que se situe le problème. Oui, lors des recherches des missions du FMI, on a constaté également que le Congo aurait caché sa dette aux institutions de Bretton Woods. Qu'est-ce qu'il y en est? Bon, ce qui est vrai, tout le monde connaît les normes qui sont admises dans l'espace CEMAC, qu'une dette ne devrait pas aller au-delà de 70% du PIB. Ça, c'est connu. Quand vous jetez un coup d'œil, on s'aperçoit que le Congo est l'État le plus endetté de la sous-région. Parce que le Cameroun se situe dans les 109%, je crois le Gabon aussi, et que même la Guinée équatoriale est quasiment à 9%. Donc on est, franchement, on était dans un premier temps à 77% pour que, évidemment, on se retrouve, selon les dernières statistiques, à près de 120%, notamment 117% du PIB, ce qui est énorme. Encore, il faudrait attendre que des investigations que devrait mener le FMI en collaboration avec les autorités congolaises puissent évidemment confirmer ces chiffres. Est-ce qu'il sera exactement celui-là ou il sera un peu en deçà ou au-delà? Donc, c'est autant de choses, il faut qu'on se dise. Le Congo est non seulement devenu le pays le plus endetté de la zone CEMAC, mais dans l'espace même de la zone franc. Et d'ailleurs, j'ai poussé un peu des investigations plus loin. Il y a des pays comme le Cap-Vert qui sont au niveau africain, qui sont un peu au-dessus de nous. Mais quand vous regardez à comparer avec ces pays qui évidemment n'ont pas la même résilience économique que nous, bon, évidemment, il se trouve que le Congo est troisième. Mais quand on analyse en profondeur, on peut dire que le Congo est l'un des États les plus endettés aujourd'hui en Afrique. L'économie du pays, le taux de croissance du pays qui oscille donc entre 1 et 2% aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas, le Congo n'avait-il pas la possibilité d'éviter cette catastrophe? Ce qui est vrai, on est endetté. Qu'on soit à 100, au-delà de 100%, on est endetté. Maintenant, il faut penser comment faire. La solution passe par le FMI. Il faut que nous regardions aujourd'hui nos
nos habitudes. C'est vrai qu'il y avait... On pouvait éviter tout cela. Le président l'avait dit déjà, en pensant depuis 2010, en cherchant à diversifier l'économie. Mais quels sont les acteurs qui sont rentrés en conséquence pour cette diversification? Parce que ça passe aussi par là. Notre économie est assise rien que sur le pétrole. C'est pas quand on est totalement endetté, là, le FMI revient alors qu'on était parti, on a eu l'argent des générations futures, on a eu des dépenses mirobolantes. Ici, vous n'avez que compter le nombre de 4x4 qui circulent dans la ville de Brazzaville pour regarder. Mais cette richesse, cet argent que nous avons eu sont partis dans les poches des individus. Cet argent n'est pas allé pour développer l'économie. Alors que c'était la vision du chef de l'État. Je vais prendre un exemple simple. Parlons de la mutualisation accélérée. Combien d'hommes d'affaires congolais nationaux que la mutualisation accélérée a sorti? Mais cet argent-là est parti dans les paradis fiscaux, c'est parti ailleurs. Mais moi, ce que je dis, ce qui s'est fait, on est en train d'analyser. Oui, le chef de l'État l'a dit, nous avons suivi Mme Christine Lagarde. C'est une bonne chose que le FMI arrive, mais il faut que nous changeons nos habitudes. Mais nos habitudes tous, parce que ce qui tue notre pays, c'est le taux de corruption qui est élevé. Donc, quand on met toute cette sauce des choix qu'on a eu à faire, on aurait pu éviter si on avait investi correctement, réellement dans l'agriculture, par exemple. Je pense qu'on aurait pu éviter aujourd'hui de se retrouver dans cette difficulté que nous avons, parce que la crise, elle est partout. Le prix du baril de pétrole n'a pas seulement chuté au Congo, mais il y a des pays qui sont en train de s'en sortir. Donc je pense que nous devons regarder notre façon de faire. Oui, le Congo qui tend donc la main au Fonds monétaire international. Depuis, puisqu'il faut le dire, les négociations ont été entamées depuis septembre et le FMI, vous avez entendu, avec la directrice générale de l'institution qui donne son approbation. Quelle analyse faites-vous de cette aide du FMI? C'est pas peut-être un cadeau empoisonné? Non, je ne pense pas. C'est une institution qui est là pour gérer, pour regarder, pour contrôler la gestion qui pose également ses conditions des pays membres. Mais attendez, aujourd'hui c'est de notre faute. Nous on n'a plus de conditions à poser. C'est comme aujourd'hui tu vas vers une banque ou bien il y a une institution qui vient contrôler ta gestion. Tu étais indépendant. Je vais aller terre à terre. Tu es chef de famille. Tu étais indépendant. Tu avais le droit de gérer ton foyer. Même au moment où tu es surendetté, nous le voyons dans les pays développés, tu es surendetté, il y a des institutions qui viennent, qui rentrent dans ton foyer, et c'est ce que nous allons vivre. Au contraire, pour moi, je dis c'est une bonne chose, parce que ça va nous permettre d'essayer de regarder nos dépenses. Ça va nous permettre, est-ce qu'on va continuer à endetter le pays comme on endette le pays, comme on endettait le pays hier? Je pense qu'avec le FMI, on va arrêter cette façon de faire, et ça va nous permettre de faire le choix des qualités des investissements. Nous allons peut-être développer au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, parce que c'est vrai, on a construit près de 12 hôpitaux généraux. Est-ce que c'était judicieux de construire ces 12 hôpitaux généraux? Donc, ça va nous ramener à faire, comme on aime dire, ces dépenses bling-bling. Oui, je vais insister avec vous parce que, je le rappelle, vous êtes membre du Parlement, également député du parti au pouvoir. Est-ce que parce qu'aujourd'hui le Congo se trouve en position de faiblesse qui devra céder à toutes les exigences du Fonds monétaire international? Non, mais je pense pas. Je pense qu'on a quand même des éminents cadres. Et je pense que déjà, quand le président a reçu Mme Christine Lagarde, a donné l'approbation du Congo. Le Congo ne doit pas céder à tout. Le Congo fera des choix parce qu'on va toujours continuer à rester maître de nous. Le Congo devra faire des choix, mais on a besoin pour continuer
à exister, pour continuer à développer notre économie, à faire des choix. Donc on passe par là. C'est comme quand tu vas dans une banque pour emprunter de l'argent, parce que le FMI va venir. On a vu, il y a plein de pays. Prenons par exemple le Gabon. Le Gabon a signé avec le FMI, mais ceux-là, là, ils sont en train de lever des fonds. Donc le FMI vient avec ses exigences, mais le Congo aussi donnera et verra à quelle hauteur il pourra aller. Oui, vous êtes journaliste. Est-ce qu'aujourd'hui le Congo est à mesure a le choix? Est-ce que le Congo est à mesure de poser des conditions au FMI, puisque aujourd'hui le pays se trouve en position de faiblesse? Ceux qui jouent généralement aux courses de chevaux parlent de passage obligé lorsqu'il s'agit de gagner une course ou bien obtenir le meilleur cheval. C'est le passage obligé aujourd'hui pour que le Congo non seulement puisse soigner sa signature au plan international et lever des fonds. Vous savez que l'exigence même de pouvoir renouer le fil du dialogue, enfin engager des négociations avec le FMI est une question globale. La sous-région de l'Afrique centrale, la zone CEMAC est une entreprise en faillite. Sur 6 États, il n'y a que 3 qui ont des taux de croissance aujourd'hui positifs. Le premier, c'est le Centrafrique qui a 5,2% et le Cameroun suit, je crois, 4,8%, quelque chose de ce genre. Et puis il y a le Gabon qui a 2,1%. Et puis vous avez, de manière un taux de croissance négative, le Gabon qui a plutôt la Guinée équatoriale qui a moins 9%, le Tchad à moins 6% et le Congo qui lui-même se retrouve à moins de 2%. Ce sont les statistiques du rapport du FMI qui est sorti, le rapport 2016 qui vient d'être publié. Donc le Congo aujourd'hui, c'est vrai, est obligé de négocier avec le Fonds monétaire international pour que l'ensemble de la sous-région, parce qu'il n'y a pas que le Congo qui connaît ces difficultés, il faut le rappeler, c'est une situation générale. Et le Congo est obligé, n'est-ce pas, de se mettre en ordre de bataille avec les autres pays, non seulement pour soigner la qualité de sa signature, mais également pour s'arrimer de manière globale à la donne qui veut qu'on puisse sauver l'entreprise qu'est la CEMAC. Bon, maintenant, il faut qu'on se dise aussi des vérités, ça peut s'avérer un piège. Ça, au-delà du fait que le président ait rencontré Christine Lagarde, qui quand même, il faut qu'on se le dise, est une égérie, n'est-ce pas, d'une grande institution financière internationale. Mais Christine Lagarde, vous le savez très bien, c'est une Française. Il y a une politique qui veut que, ce n'est pas écrit, que la Banque mondiale soit gérée par un Américain et que le FMI le soit par un Français. Après Camdesus, il y a eu Strauss-Kahn, il y a eu Lamy, et maintenant nous avons Christine Lagarde. Maintenant, moi, le problème, c'est qu'il faudrait que nos autorités soient assez regardantes. Ne pas penser que le FMI vient comme un enfant de cœur à l'église, qui vient, n'est-ce pas, remettre la coupe au prêtre. Non, il s'agit quand même des gens qui ont aussi des calculs et qui sont dirigés en sous-main par des grands lobbies financiers. Vous savez que l'un des reproches qu'on a fait au Congo, c'est de n'avoir pas diversifié son partenariat lorsqu'il y a eu l'embellie financière. Tout était aux mains des Chinois. Moi, je n'ai rien contre les Chinois, je les aime, je vais chez eux et je vois ce qu'ils font. Et je vois d'ailleurs ce qu'ils ont fait dans ce pays en donnant un autre visage, n'est-ce pas, au Congo en termes d'infrastructure. Ça, il faut qu'on se le dise. Le Congo aujourd'hui, en termes d'infrastructure, est le premier pays de la sous-région d'Afrique centrale. Bon, mais peut-être le deuxième après la Guinée équatoriale. Mais si on va par secteur dans le domaine sportif, je pense que le Congo est premier. Bon, le problème, c'est que les Français n'ont pas approuvé cette façon du Congo de tout donner aux Chinois. Et comme ce sont les Français qui dirigent quand même en sous-main le FMI, ou bien de manière ouverte à travers Christine Lagarde, je pense que les entreprises françaises même se plaignent dans ce pays d'être dans une situation difficile. Selon nos informations, nous qui les rencontrions, disaient que bon, l'État nous doit plus de 400 milliards de francs CFA qui ne sont pas payés. Ce sont des choses qui sont vraies et vérifiées au niveau du patronat congolais Unicongo. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, si Christine Lagarde vient, le FMI vient, puisque le FMI n'est pas que Christine Lagarde, il y a un conseil d'administration, il y a des gens, des grands lobbies financiers qui se cachent dessous. Il va falloir pour nous que les autorités soient des gens qui ne soient pas des gens légers, qui vont accepter tout ce que le FMI va nous imposer comme recommandation. Il va falloir qu'on adapte ça au contexte actuel pour que le FMI ne soit pas pour nous une occasion de vouloir régler les vieux comptes parce qu'on n'aurait pas accordé des marchés à l'époque
aux Français et en profiter, pourquoi pas, pour dire, bon écoutez, c'est l'occasion ou jamais de mettre le Congo dans une situation inconfortable. Et tout le monde sait ce que valent les mauvaises recommandations du FMI. Parce qu'après, il ne faudrait pas qu'une crise financière et économique se transpose sur le terrain social pour que ça crée, n'est-ce pas, une explosion. Donc ça, c'est à ce niveau que devrait se situer, à mon humble avis, la capacité de nos autorités à savoir comment il faut mener ces démarches. Je pense que le président de la République en est conscient. L'aide du FMI qui sera donc accordée au Congo demain ou après-demain, est-ce que cela signifie que les autorités devraient dormir sur leur laurier? N'a-t-il pas maintenant lieu de revoir la politique de développement, voire la politique économique du pays? Bon, il faut revoir la politique du pays. C'est vrai, vous savez, c'est pas la première fois que nous allons engager des négociations avec le FMI. Le Congo a mis plus de 15 ans dans ce qu'on vient d'appeler aujourd'hui l'accession du Congo à l'initiative PPTE. On a mis plus de 15 ans, c'est-à-dire depuis Sassou 1, Lissouba, Sassou 2, Sassou 3, pour qu'on arrive finalement à accéder à l'initiative PPTE. Ça a été un long parcours. Bon, aujourd'hui, est-ce que, c'est vrai, tout le monde sait la période pendant laquelle il y avait le fameux dicton, pour ne pas l'emprunter à un ancien président de la République, qui disait « mieux vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain ». Bon, et on a vécu des temps assez difficiles. Bon, maintenant, il est question de repartir dans ce contexte. Je suis d'accord, le Congo ne devrait pas, à mon humble avis, penser que, bon, le FMI vient comme Papa Noël avec un sac bourré de dollars, et puis, bon, il vous les donne parce qu'ils sont des enfants de cœur. Il va falloir que le Congo mette du sérieux, comme le disait tantôt monsieur le député. Il faudrait, et là j'attends un signal fort de la part du président de la République, parce que pour certains, on pense que le président qui a promis un gouvernement d'efficacité, bon, tout le monde attendait pour voir quelle l'efficacité va apporter dans le cadre de la proclamation du nouveau gouvernement. Bon, malheureusement, je pense qu'on a commencé avec les mêmes pour reprendre avec les mêmes. Bon, est-ce que ces mêmes pourront avoir une certaine façon, une certaine mutation dans leur façon de gérer, dans leur façon de concevoir la politique du gouvernement pour aider le président, pour accompagner le président dans son projet de société? C'est, comme disent les Anglais, that is the question, wait and see. Oui, le Congo a engagé sa marche vers le développement, ambitionnant être un pays émergent en 2025. Vu la situation actuelle du pays, y a-t-il lieu d'espérer encore, honorable? Ben, vu la situation aujourd'hui, oui, moi je dis l'espoir est permis. Il faut toujours continuer à espérer. C'est comme disait mon collègue, si, il faut que nous mettons vraiment l'accent sur le travail, que nous ramenons la méritocratie. Et il n'y a que comme ça que nous pourrons nous en sortir. Mais si on reste sur des vieux clichés, parce que la FMI va arriver, je sais que de ce côté-là, le Congo ne va pas se laisser faire sur, par exemple, les acquis sociaux. Ça, c'est acquis. On va regarder sur le plan économique pour que nous puissions réellement booster notre économie. Mais moi, je pense que avec cette arrivée du FMI, on va revoir nos ambitions à la baisse parce qu'on n'est plus maître, mais il faut toujours espérer. On va garder espoir et moi je garde espoir. Oui, on nous signale qu'il nous reste moins de 5 minutes et je vais vous faire découvrir une image. Chacun apportera son analyse sur cette image. Ça, c'est l'image de la semaine. Oui, sur cette image, on voit bien le président congolais Denis Sassou Nguesso aux côtés de Donald Trump et de son épouse. C'est bien ça l'image? Mais bien sûr, c'est bien ça. Ouais. Donald Trump? Oui, je vois le président Denis Sassou Nguesso aux côtés de Trump et de son épouse. Bon, c'est vrai, c'est quelque chose qui a fait flamber les réseaux sociaux, parce qu'il y en a qui disent que c'est une photo montée, c'est un photomontage. Il y en a qui estiment que c'est une image réelle, mais ce qui est vrai en tant que journaliste, c'est une image réelle. Parce que avant le président Sassou, c'était le président Ali Bongo qui avait posé avec le Trump, et donc ça donnait l'impression qu'on a juste enlevé au Bongo, on a mis le président Sassou. C'est bien lui, mais tant mieux s'il y a eu au moins, ne fût-ce que cette poignée de main. Après la déconvenue, on le sait très bien,
de janvier dernier, où le président s'était déplacé jusqu'à Miami sans que Trump ne songe, ne fût-ce qu'à venir par courtoisie dire un mot à un chef d'État africain. Bon, cela a été vécu par moi. Au-delà des considérations de politique politicienne, j'ai pris cela comme étant quand même un pied de nez que Trump avait eu à l'égard, n'est-ce pas, de son homologue congolais. Bon, tant mieux si aujourd'hui le président Sassou, en tant que médiateur de haut niveau, n'est-ce pas, au niveau de l'Union africaine dans la résolution de la crise libyenne, a eu ne fût-ce que cette poignée de main. Je n'en sais pas davantage s'ils ont pu se dire quelque chose, peut-être en anglais, en français ou avec un interprète, mais c'est déjà, je pense que c'est une avancée, contrairement à ceux qui estimaient que Trump ne voulait même pas du tout recevoir certains chefs d'État africains et qu'il y en a même qu'il aurait fait congédier parce qu'il ne voulait même pas les voir à sa cérémonie. Effectivement, les rumeurs ont couru dans les réseaux sociaux que le président congolais Denis Sassou Nguesso et le président gabonais Ali Bongo auraient été exclus du repas que Donald Trump avait offert aux chefs d'État africains. Et vous, lorsque vous regardez cette image, qu'est-ce qu'elle vous inspire? C'est une image officielle que le président avec Donald Trump et sa femme et son épouse. J'ai pas trop de commentaires là-dessus, mais je ne comprends pas pourquoi les réseaux sociaux s'enflamment là-dessus. Pour quel intérêt? Moi, je me pose des questions. Mais non, que le président Sassou n'a pas été reçu, n'a pas été invité au dîner. Mais je dis, il y a aussi le président Biya qui n'a pas été invité au dîner. Il y a aussi le président Mugabe qui n'a pas été invité au dîner. Si, il n'y a pas eu de président d'Afrique centrale. Donc, ils ont fait le choix. Et ça, c'est le protocole. Mais qu'est-ce qu'ils diront des chefs d'État qui ne sont pas partis? Qu'est-ce que les réseaux sociaux diront? On a bien vu Idriss Déby, le président Idriss Déby n'est pas parti. Donc, je dis, pour moi, ça c'est un faux débat. Il faut que nous nous battons pour que l'Afrique aille de l'avant. Essayons de changer, c'est vrai, les clichés, nos façons de voir les choses et comment nous utilisons aussi les réseaux sociaux. Et c'est justement sur cette image que nous mettons terme à cette production Actu 242. Première production sur le plateau, nous avons reçu Alphonse Dongo, il est journaliste indépendant. Merci d'avoir honoré au rendez-vous. Merci Sylvestre pour l'invitation. Oui, à ma droite, je l'ai présenté, il est député du Parti congolais du travail de la circonscription d'Igné dans le département du Pôle. Lui, c'est José Cyr Ebina. Merci à vous d'avoir participé à ce programme. Merci Sylvestre. Mesdames, Messieurs, restez avec nous sur Vision 4.